Ma sœur a menti à mes parents, en leur disant que j'avais été renvoyé de la faculté de droit. Et elle a coupé les ponts avec moi. 10 ans plus tard, elle est entrée dans une salle d'audience. Et a réalisé que j'étais le juge-président. La photo d'arrestation était en noir et blanc, le menton incliné selon ce même angle étudié. Qu'elle utilisait pour les cartes de Noël familiales depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et j'étais assis dans mon bureau, à 7h40 du matin. Tenant un dossier avec le visage de ma propre sœur, agrafé à l'intérieur de la couverture. Mes mains ne tremblaient pas encore. Cela viendrait plus tard. À ce moment-là, je suis simplement resté très immobile, la lumière du plafond bourdonnant. Une tasse de café froid laissant une auréole de condensation sur le résumé de l'affaire. Un agent d'entretien du tribunal passant l'aspirateur quelque part au bout du couloir. Dans ce calme si particulier d'avant l'ouverture. Qu'un bâtiment possède avant l'arrivée du personnel officiel. Et j'ai lu l'acte d'accusation 2 fois. Pour être absolument certain de ne pas inventer une coïncidence, à partir d'un nom courant. Ce n'était pas le cas. L'accusé, Priya Osei, fraude électronique, 9 chefs d'accusation. Détournement de fonds au détriment d'une organisation à but non lucratif, un chef d'accusation. Près de 4 cents, 000 $, déplacés par petits montants sur 3 ans. Déguisé en paiement de fournisseurs, pour une entreprise qui n'existait pas. 10 ans de silence ne m'avaient pas préparé, à ce genre de calme particulier, qui s'installe dans une salle d'audience. Quand la personne qui a dit à toute votre famille que vous étiez une honte réalise que c'est vous qui tenez le marteau. Mais ce calme était encore à 2 heures d'ici. D'abord, vous devez comprendre comment un mensonge, raconté par une jeune fille de 19 ans lors d'un appel dominical, s'est transformé en une décennie. Que personne dans ma famille n'a pensé à remettre en question. J'avais été le plus silencieux depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Celui qui était parti à l'université à 3 états de là, et qui avait cessé de venir aussi souvent. Tandis que Priya restait proche, appelait chaque dimanche à 18h. Et se présentait avec des courses la semaine où on a enlevé la vésicule biliaire de notre mère. Elle pleurait sur commande, exactement au bon moment. Le genre de pleurs qui donnait à une pièce entière l'envie de la protéger. Et je ne lui en ai jamais voulu pour ça, pas vraiment. Parce que c'était simplement ce qu'elle avait toujours été. Notre père avait tenu un petit comptoir de pièces automobiles. Pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Le genre d'homme qui mesurait l'amour et la fiabilité plutôt que les mots. Et notre mère coupait les cheveux 3 jours par semaine, dans la baie d'un garage aménagé. À 2 rues de la maison où nous avons grandi. L'odeur de la laque et du café était imprégnée en permanence dans chaque réunion de famille dont je me souviens. Les dîners du dimanche à leur table se déroulaient de la même manière. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, eux aussi. Un rôti braisé, les nouvelles locales en sourdine en fond sonore. Priya qui parlait la plupart du temps. Pendant que je faisais passer les plats et répondais quand on m'adressait la parole. Et personne dans cette cuisine ne semblait jamais remarquer qu'un des enfants de la pièce était, en quelque sorte, devenu un meuble. Priya avait un don, qu'aucun d'eux n'a jamais vraiment nommé à haute voix. Elle pouvait entrer dans une pièce, lire exactement ce que chacun avait besoin d'entendre. Et le dire une demi-seconde avant que quiconque n'y pense. Autrefois, j'admirais cela chez elle. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce même don fonctionnait tout aussi bien sur les gens qui méritaient mieux de sa part que sur les gens qui méritaient pire. J'étais dans ma 2e année de faculté de droit. Dans un petit studio avec une cafetière qui fuyait sur le comptoir un matin sur 3. Des nouilles instantanées dans le placard, un tableau en liège au-dessus de mon bureau. Avec des résumés de jurisprudence épinglés avec 3 couleurs d'encre. Quand l'appel est venu de mon père, au lieu de ma mère. Ce qui aurait dû me dire quelque chose avant même qu'il ne prononce un mot. Il a dit que ma mère avait appris de Priya que j'avais été renvoyé. Surpris en train de tricher à un examen sur les contrats. Que l'école montait tout un dossier disciplinaire. Et que j'étais trop gêné pour le leur dire moi-même. Il l'a dit d'un ton neutre, comme un homme lisant un bulletin météo auquel il croyait. Ta mère vit mal cette situation, Ellie, a-t-il dit.
Et je me souviens avoir pensé qu'il était étrange, qu'il commence par les sentiments de ma mère. Avant de me poser une seule question sur la véracité de tout cela. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Je lui ai dit que je pouvais lui envoyer par courriel mon relevé de notes le soir même. Mon vrai classement dans la promotion, un message du secrétariat s'il en voulait un. Il a dit, de la même voix plate, que Priya n'inventerait pas une chose pareille. Quelle était celle qui avait été présente pour cette famille pendant des années? Et que je devrais peut-être réfléchir à la raison pour laquelle. Il était si facile de croire le pire, au sujet de quelqu'un qui était déjà à moitié parti. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, honnêtement. Le schéma, je veux dire. Quand nous étions enfants, Priya gérait la boîte à café où notre classe de 6e année gardait l'argent des collectes de fonds. Pour un voyage vers la capitale de l'État. Le comptant à voix haute tous les vendredis après-midi devant Madame Alco. Pendant que le reste d'entre nous rangeait ses bureaux. Quand il a manqué 11,00 $ une semaine, elle n'a pas hésité du tout. Elle a juste pressé ses deux mains sur sa bouche, et a dit, d'une petite voix mouillée. Qu'elle avait dû se tromper en comptant, qu'elle avait fait tellement attention. Et qu'elle n'arrivait pas à croire que cela lui arrive, à elle parmi toutes les personnes. Madame Alco a traversé la pièce, et a passé un bras autour d'elle. Avant même que quiconque ait pu réaliser ce qui manquait. Un garçon nommé Deci. Qui n'avait rien fait d'autre que se porter volontaire pour compter la boîte 2 fois ce même après-midi. A été discrètement, et définitivement, réaffecté à une autre tâche de collecte de fonds pour le reste de l'année. Et je me souviens qu'il m'a dit à la récréation, confus, qu'il ne comprenait toujours pas ce qu'il avait fait de mal. Je me suis souvenu de cette histoire pendant longtemps. Comme d'une histoire sur la sensibilité de Priya. Il m'a fallu une décennie pour la comprendre, comme une histoire sur la rapidité de Priya. Ma mère a cessé de répondre à mes appels, au cours de cette même semaine. Mon père a envoyé un seul texto, quelques jours plus tard. Ne contacte plus ta mère, tant que tu ne seras pas honnête avec nous. Je l'ai lu debout dans ma cuisine, avec une casserole d'eau qui commençait à bouillir derrière moi. Et je me souviens avoir pensé, avec une clarté étrange et détachée, que je pouvais combattre cela. Ou que je pouvais travailler. Et que combattre cela, exigeait des gens prêts à être convaincus, et je n'en avais aucun. Alors, j'ai travaillé. J'ai quand même envoyé mon relevé de notes à l'adresse de ma mère, une fois. Et j'ai reçu une réponse automatique, disant que le compte n'existait plus. Elle l'avait sûrement changé, je ne l'ai compris que des années plus tard. Sur les conseils de Priya, pour rendre le maintien de la distance plus facile. J'ai essayé le portable de mon père 2 fois de plus, au cours du mois suivant. Les 2 appels sont allés directement sur la messagerie vocale. Et je n'ai pas laissé de message aucune des 2 fois. Car je n'arrivais pas à trouver une version de « ce n'est pas vrai ». Qui n'avait pas déjà échoué une fois. Mes mains tremblaient la 2e fois que j'ai raccroché, un véritable tremblement physique. Que j'ai dû laisser passer, en m'asseyant sur le bord de mon lit. Avant de pouvoir reprendre mes documents d'études. La responsable de la scolarité de ma faculté de droit, une femme à la voix douce nommée Béatrice. Qui m'avait aidé à résoudre un problème d'aide financière l'année précédente, m'a offert une fois. D'appeler mes parents directement, et de confirmer mon statut elle-même. Et je me souviens, debout dans l'encadrement de sa porte, d'avoir décliné l'offre. Une partie têtue et blessée de moi-même. Décidant que si la vérité avait besoin d'un tiers pour être crue. Elle n'était pas vraiment crue du tout. Je repense à cette décision plus qu'à presque n'importe quelle autre, que j'ai prise cette année-là. Je ne sais toujours pas si c'était de la fierté ou de l'autoprotection. Ni s'il restait beaucoup de différence entre les deux, à ce moment-là. Ce premier Thanksgiving seul, j'ai mangé un sandwich à la dinde. Debout au comptoir d'un restaurant à 3 rues de mon appartement. Parce que je ne supportais pas l'idée de m'asseoir seul dans une cabine. À regarder les familles par la fenêtre. Et je me suis dit, pendant toute cette première année, que ça passerait au moment où quelqu'un appellerait réellement l'école, et demanderait. Personne n'a jamais appelé l'école. C'est une chose étrange d'apprendre, à 23 ans, que la vérité ne se défend pas toute seule. Quelqu'un doit avoir envie de vérifier.
5 ans après le début du silence, j'ai fait une tentative de plus. Et c'est celle à laquelle je pense encore le plus souvent. Un cousin du côté de ma mère s'est marié dans une salle de banquet à 2 villes de là. Avec des guirlandes lumineuses et une piste de danse louée, et un groupe jouant des chansons. Que je reconnaissais à moitié des mariages de mon enfance, et je l'ai appris indirectement. Par un ami d'université qui s'était marié dans ce côté de la famille, et qui avait supposé, raisonnablement, que j'avais déjà été invité. Je ne l'étais pas. J'y suis allé quand même, je me suis dit que je resterais juste au fond. Que les voir de loin serait suffisant, que je n'étais pas là pour faire un scandale. Juste pour exister dans la même pièce que mes propres parents pendant 10 minutes. Après 5 ans à ne plus exister pour eux du tout. J'ai vu mon père en premier. Dans un costume gris que je reconnaissais de chaque fête de mon enfance. Riant de quelque chose près du bar. Ma mère était à une table près de l'avant, et pendant une longue seconde. Ses yeux ont balayé la pièce et se sont posés sur moi. Et je l'ai regardé réaliser exactement qui j'étais, puis détourner le regard, délibérément. De la façon dont on détourne le regard, de quelque chose dont on a déjà décidé l'absence. Ma poitrine s'est serrée d'une manière que je n'avais pas ressentie, depuis la faculté de droit. Je suis resté près des portes de sortie, pendant peut-être 4 minutes, les mains froides. Attendant que l'un d'eux traverse la pièce, et quand aucun des deux ne l'a fait. Je suis parti avant que le toast ne commence, et j'ai conduit 2 heures pour rentrer chez moi. Sans allumer la radio une seule fois. Je n'ai plus réessayé après cela. Certaines portes, je l'ai appris, vous pouvez y frapper. Exactement aussi fort que la personne de l'autre côté est disposée à l'entendre. J'ai terminé premier de ma promotion, traversant une scène dans une toge louée. Sans personne dans le public à qui j'étais apparenté, un fait que j'ai remarqué plus vivement. Que je ne l'ai laissé paraître lors de la réception qui a suivi. Faisant la conversation avec les parents d'autres étudiants. Au sujet d'une famille sur laquelle je n'ai corrigé personne. J'ai été clerc pendant 2 ans pour le juge Harlan Wexler, 34 ans sur le banc fédéral. Au moment où je me suis assis en face de lui lors de mon entretien. Un homme qui lisait les dossiers, avec un stylo rouge serré entre ses dents, et qui m'a dit un jour que la loi était la seule famille, qui ne vous demandait jamais de mentir pour elle. Il m'a demandé, mon premier mois en tant que clerc. Pourquoi personne n'appelait jamais pour mon anniversaire? Il avait remarqué, que je ne prenais jamais mon jour de congé, comme le faisaient les autres clercs. Et je lui ai dit prudemment, que ma famille et moi n'étions pas proches, ce qui était vrai. Dans le sens le plus sec, et le plus technique, qu'une phrase puisse être vraie. Il n'a pas insisté. Les juges, qui ont siégé sur le banc pendant 3 décennies, développent un instinct spécifique. Pour savoir quelles portes sont réellement verrouillées, et lesquelles en ont seulement l'air. Et il a semblé décider, à juste titre, que la mienne était du premier type. Il y a eu une nuit, près de minuit, où nous finissions tous les deux une note de synthèse. Sur une affaire qui n'avait rien à voir avec nous personnellement. Lorsqu'il a posé son stylo rouge, et m'a demandé, sorti de nulle part, si j'avais quelqu'un qui m'attendait. Je suis passé plus près que je ne l'avais jamais fait, avant ou depuis, de tout lui raconter. Le mensonge, le silence, la décennie. Et je suis allé jusqu'à ouvrir la bouche, avant de décider à nouveau que la vérité avait besoin de m'appartenir un peu plus longtemps. Avant de la confier à quelqu'un d'autre. Même à quelqu'un d'aussi digne de confiance que Harlan Wexler. Je lui ai dit que j'allais bien, tout seul. Il m'a regardé un instant de trop, comme le font les gens quand ils savent qu'on leur donne une version éditée de quelque chose, et il a laissé tomber. Je ne lui ai jamais parlé de ma famille, au-delà de cela. Je l'ai laissé supposer, de la façon dont les gens supposent. À propos d'un jeune clerc sans famille visible à la remise des diplômes. Que je n'en avais simplement pas beaucoup. Et j'ai laissé cette supposition, faire le travail que la vérité n'était plus autorisée à faire. J'ai réussi l'examen du barreau, avec le score le plus élevé de ma promotion cette année-là. J'ai encadré le certificat, et je n'en ai envoyé la photo à personne. Je suis devenu procureur adjoint, puis procureur principal, puis avocat d'appel. Plaidant des affaires, que je me contentais autrefois de lire dans des recueils de jurisprudence.
au dos craquelé. J'ai envoyé des cartes d'anniversaire à mes parents, pendant les 3 premières années. Une habitude que j'ai gardée, même après que le silence l'ait rendue un peu folle. Une carte par la poste, sans adresse de retour, qu'ils auraient honorée. Et puis j'ai arrêté, discrètement, l'année où aucune des 3 précédentes n'avait jamais été reconnue. J'ai construit une vie, qui ne demandait pas leur permission pour être belle. Je me suis dit que c'était suffisant. Certaines semaines, ça l'était même vraiment. Une collègue plus ancienne au bureau du procureur, une femme nommée Odile, qui travaillait à mes côtés depuis 4 ans à ce moment-là, m'a demandé une fois, autour d'un café rassis de salle de pause, si j'étais proche de ma famille. De la manière désinvolte dont les gens posent la question. Quand ils font vraiment juste la conversation entre les audiences. Je lui ai dit que nous ne parlions pas beaucoup, j'ai gardé les yeux sur le dossier entre mes mains. Et elle a hoché la tête, et a laissé tomber le sujet. De la façon dont la plupart des gens le faisaient, une fois qu'ils avaient remarqué le peu de place que je laissais dans la phrase. Je suis devenu doué, au fil de ces années, pour laisser exactement cette quantité d'espace. Et pas plus. Assez de vérité pour clore la question, pas assez pour inviter à une relance. 6 ans après le début de ma pratique, le bureau du gouverneur a appelé. Au sujet d'un poste de juge vacant au tribunal de comté. Le processus de vérification a pris 4 mois, les divulgations financières. Un examen de ma situation au barreau, un panel en personne avec 3 juges en exercice. Au sein du conseil des nominations judiciaires du gouverneur. Un homme méticuleux nommé Gordon Ashwell, qui a lu mon dossier comme s'il chassait la faille unique. Qui ferait couler toute la nomination. Il en a trouvé une, pas la vérité, une rumeur, un chuchotement indirect. Qu'un enquêteur d'antécédents avait recueilli auprès d'une ancienne connaissance de la faculté de droit. Qui avait apparemment entendu des années plus tôt. Que j'étais parti dans des circonstances troubles. Ashwell m'a rappelé pour un deuxième entretien à ce sujet, seul cette fois, sans panel. Juste un dossier, et 2 tasses de café de distributeur automatique qu'aucun de nous n'a touché. Il a lu l'allégation à haute voix, plate et sans fioriture. De la manière dont j'allais plus tard apprendre. À lire moi-même des chefs d'accusation dans un procès-verbal, et m'a demandé directement s'il y avait une part de vérité là-dedans. Je lui ai donné le même relevé de notes, la même lettre de la responsable de la scolarité. La même trace écrite, que personne dans ma propre famille n'avait jamais demandé à voir. Il l'a lu en silence pendant 2 longues minutes, a hoché la tête une fois, et a dit « Ce sera la dernière fois, que nous aurons besoin de discuter de cela. » Et il n'en a plus jamais reparlé. Ce fut l'audience la plus approfondie, et la plus respectueuse. Que ce mensonge spécifique ait jamais reçu. Elle venait d'un inconnu, qui ne me devait rien. J'ai prêté serment à 34 ans, dans une salle d'audience avec peut-être 40 chaises pliantes. Installées pour la famille et les amis, et je me souviens avoir compté, sans le vouloir, exactement combien d'entre elles étaient vides, du côté où une famille se serait assise. Ma greffière de la faculté de droit est venue. Le juge Wexler est venu, à la retraite à l'époque. Marchant avec une canne dont il prétendait ne pas avoir besoin, et apporter un toast court et sec. Sur la façon dont la loi récompense la patience plus que le talent. Ce que j'ai pris à l'époque comme un compliment sur ma carrière. Et que j'ai seulement compris plus tard, qu'il aurait pu signifier de manière plus large que cela. Personne de ma famille n'est venu, parce que personne de ma famille ne savait qu'il y avait quelque chose à quoi assister. J'ai serré 40 mains cet après-midi-là, et j'ai conduit pour rentrer chez moi. Dans un appartement sans personne à qui le raconter. 10 ans de silence. Je me suis dit sur le banc, que j'avais fait la paix avec cela. La paix spécifique et structurée d'un homme. Qui a simplement arrêté de vérifier une blessure pour voir si elle est guérie. Parce que la vérifiait, en soi, une sorte de douleur. Je ne savais pas, assis dans mon bureau la plupart des matins avec mon café et mon rôle d'audience. Que tout cela était sur le point de débarquer à nouveau dans ma salle d'audience. Portant un numéro d'accusé. Le dossier était arrivé via la rotation normale 2 semaines plus tôt. Attribué par le greffe de la manière dont chaque affaire était attribuée. Pas de signalement,
pas de marque rouge. Rien dans notre système de vérification des conflits d'intérêts pour l'intercepter. Parce que Priya s'était mariée 9 ans auparavant, et avait pris le nom de son mari. Et le système vérifie les noms, pas les histoires personnelles. Je ne connaissais pas encore ce détail non plus, ce matin-là dans mon bureau. Je savais seulement qu'une accusée nommée Priya Osei était programmée pour une comparution initiale à 9h15, et que j'avais environ 90 minutes pour décider quel genre d'homme j'allais être face à cette situation. L'organisation à but non lucratif s'appelait le Fonds pour les enfants Bridgeway. Une petite organisation qui gérait des programmes parascolaires dans 3 comtés. Et Priya y avait travaillé pendant 8 ans. Assez longtemps pour devenir la personne en qui tout le monde avait confiance. Pour valider les factures des fournisseurs, sans qu'une deuxième personne ne vérifie. Le procureur adjoint des États-Unis, Grace Whitlow. 11 ans à poursuivre des affaires de criminalité en col blanc et de corruption publique. Avait monté l'affaire à partir d'un signalement anonyme au conseil d'administration. Concernant un fournisseur que personne ne pouvait localiser, à son adresse enregistrée. À partir de là, ce fut méthodique. Les relevés bancaires assignés à comparaître, sous l'ordre d'un grand jury. Une société écran retracée jusqu'à une boîte postale. Que Priya avait ouverte sous une version légèrement mal orthographiée de son propre nom de jeune fille. Les transferts fractionnés en montant. Juste en dessous du seuil qui aurait déclenché un examen de conformité automatique. Le comptable judiciaire du gouvernement, Louis Okafor. 19 ans d'expérience dans l'audit des cas de fraude d'organisations à but non lucratif et municipal. Avait construit le rapprochement de la même manière patiente. Que n'importe quel bon comptable judiciaire le ferait. Extrayant 4 ans de registre de décaissement de l'organisation. Faisant correspondre chaque facture signalée à un registre des fournisseurs, et trouvant. Encore et encore, un numéro de licence commerciale qui ne renvoyait à rien du tout. Son rapport comptait 61 pages, et établissait une chaîne de possession propre sur chaque document. Le genre de trace écrite qu'un avocat de la défense peut érafler, mais jamais vraiment briser. 9 chefs de fraude électronique, un chef de détournement de fonds. Le président du conseil d'administration de Bridgeway aurait pleuré en lisant le résumé à voix haute lors d'une réunion d'urgence. Selon une ligne dans le mémorandum d'accusation du gouvernement. Qui n'avait rien à voir avec la loi, et tout à voir avec la raison pour laquelle. Tout cela importait en premier lieu. Je suis resté assis, avec le dossier ouvert devant moi, plus longtemps que nécessaire. Au-delà du point où le relire était utile, parce qu'une partie de moi espérait encore que la deuxième lecture produirait un nom différent. Ce ne fut pas le cas. À 8h50, j'ai appelé le juge en chef Anthony Reyes, 26 ans sur le banc de l'État. Et la personne par laquelle toute récusation dans notre palais de justice devait passer. Et je lui ai dit, sans grand préambule, que l'accusée programmée pour mon audience de 9h15 était ma sœur. Et que j'avais l'intention de me récuser officiellement, au moment où l'affaire serait appelée. Il est resté silencieux pendant une seconde, sans désapprouver. Faisant simplement le même calcul que j'avais déjà fait. Vous pourriez passer la main en ce moment même, discrètement. Avant même que quiconque ne voie votre nom y être attaché, a-t-il dit. Personne en dehors de ce bureau n'aurait jamais besoin de savoir pourquoi. Je lui ai dit que j'y avais pensé. Je l'avais fait, pendant environ 4 secondes. Debout à la fenêtre de mon bureau avec le dossier à la main, voulant terriblement. Dans une partie ancienne et non réparée de moi-même, être la seule personne dans la pièce. Qui connaissait enfin toute la vérité, et qui avait l'occasion de le dire à voix haute. Ça aurait été facile. Personne ne l'aurait remarqué. C'était exactement pour cette raison que je ne l'ai pas fait. J'ai dit à Reyes que je le voulais dans le dossier officiel, en audience publique. Où cela signifierait réellement quelque chose, au lieu de simplement me protéger. Il a affiché le code de déontologie judiciaire sur son propre écran pendant que nous parlions. M'a relu la section pertinente presque doucement. Comme s'il se doutait que je la connaissais déjà par cœur. Et que j'avais juste besoin de l'entendre avec la voix de quelqu'un d'autre. Et il a dit que c'était le chemin le plus difficile, et qu'il le respectait. Et qu'il aurait l'attaché de presse près, au cas où le groupe de journalistes du tribunal entendrait parler du nom de famille,
avant que je n'aie la chance de le dire moi-même. Je n'avais pas bien dormi. J'étais debout à 5h15, j'ai fait du café que je n'ai pas fini. Je me suis tenu au comptoir de ma propre cuisine. Un comptoir plus beau que l'installation du studio fuyant de la faculté de droit. Mais avec la même habitude, de le boire tiède et distrait. En lisant le rapport de rapprochement de 61 pages, une deuxième fois à la lumière de la cuisinière. Avant même de m'être douché. J'ai conduit jusqu'au palais de justice, par le chemin le plus long. En passant devant le restaurant où j'avais mangé ce premier Thanksgiving solitaire. Un itinéraire que j'évitais habituellement, sans m'avouer tout à fait pourquoi. Et je me suis assis dans le parking, pendant 4 minutes entières avec le moteur éteint. Avant de pouvoir me résoudre à entrer. À 9h10, mon greffier a frappé, pour dire que la salle d'audience était pleine. Un programme tranquille du mardi s'était transformé en un autre plus chargé. Parce qu'un correspondant du journal local avait assisté à une audience non liée. Et selon l'huissier, avait déjà commencé à poser des questions sur l'affaire Auzet. Au moment même où la feuille de rôle du matin avait été affichée. J'avais moins de marge de manœuvre que prévu. C'était soit consigné dans le dossier officiel dans les prochaines minutes. Soit c'était un gros titre qui révélait l'histoire avant que je ne le fasse. Et une motion de la défense remettant en question la raison pour laquelle j'avais essayé de siéger discrètement, sur une affaire que je n'aurais jamais dû toucher. Je me suis tenu devant le petit miroir, près du placard de mon bureau. Pendant exactement le temps qu'il m'a fallu pour redresser ma robe, et pas plus longtemps. Parce que me regarder moi-même pendant un laps de temps réel, ressemblait à une indulgence. Sur laquelle je n'avais pas 90 secondes à perdre. Ma gorge était serrée, en marchant vers le banc. Mon pouls faisait quelque chose, que je pouvais sentir dans mes oreilles, un bruit sourd et rapide. Qui n'avait rien à voir avec la nervosité face à la loi. Je connaissais la loi sur le bout des doigts ici, je savais exactement ce que le code exigeait. Et exactement comment le dire proprement. C'était l'autre partie, la partie sans aucune référence légale. Qui rendait mes mains froides malgré la robe. 2 décennies à ne pas savoir comment cela allait se passer. Et j'étais sur le point de le découvrir, devant 40 inconnus et un journaliste avec un bloc-notes. Mes mains, remarquablement, ne tremblaient pas, une stabilité étrange et spécifique. Que j'ai remarqué comme on remarque la météo, un fait concernant le moment présent. Plutôt qu'un sentiment dans lequel j'avais la place de m'installer. Quand je suis sorti sur le banc, la salle d'audience a fait son agitation habituelle. Les avocats se levant, les papiers bruissants, l'huissier rappelant la salle à l'ordre. La galerie était plus pleine que ce qu'un programme du mardi attirait d'habitude. Une dispersion de familles attendant pour d'autres affaires. Un jeune homme avec un badge de presse accroché à la poche de sa veste. Occupant un siège dans l'allée, avec un bloc-notes déjà ouvert sur ses genoux. Priya est entré à côté de son avocat, ajustant son blazer, calme, ayant l'air presque ennuyé. La même performance qu'elle avait probablement donnée à nos parents une centaine de fois. À travers une centaine de tables de cuisine, le menton droit, les épaules en arrière. Une femme qui avait clairement répété son air imperturbable. Et qui était devenue assez douée pour y parvenir, et tromper la plupart des auditoires. Son avocat était un homme nommé Owen Faraday, 16 ans dans la défense des cols blancs. Et il m'a fallu une seconde de plus qu'il n'aurait dû, pour situer son visage. Parce que la dernière fois que je l'avais vu, nous avions tous les deux 24 ans, et c'était lui. À l'école, qui avait entendu la rumeur de tricherie de seconde main. Et avait discrètement cessé de m'inviter au groupe d'études. Au lieu de me poser la question lui-même. Il feuilletait son propre dossier en entrant, sans encore lever les yeux. Et j'ai regardé le moment arriver, presque au ralenti, ses yeux se levant des papiers. Trouvant le banc par habitude, comme le fait tout avocat, puis y restant une demi-seconde de trop. J'ai regardé une décennie de certitude confortable, se réorganiser derrière ses yeux en temps réel. Le moment exact où un homme réalise, qu'il a passé 10 ans à croire une histoire. Qu'il n'a jamais pris la peine de vérifier une seule fois. Puis Priya a levé les yeux. J'ai regardé la couleur disparaître de son visage, de la façon dont l'eau se vide d'une baignoire. Vite au début, puis, tout à la fin, d'un seul coup. Faraday s'est penché, et lui a murmuré quelque chose.
Elle a juste secoué légèrement la tête, continuant à me fixer. Comme si elle attendait que la pièce se corrige d'elle-même, que quelqu'un explique l'erreur. Le greffier a lu l'affaire. Le peuple contre Priya Ozay. L'honorable juge. Et il a prononcé mon nom. Elle l'a réellement articulé des lèvres, comme si elle n'y croyait toujours pas. Mademoiselle Ozay, ai-je dit, en gardant ma voix exactement aussi plate. Que je le ferai pour n'importe quel autre accusé, veuillez vous lever pour votre comparution. Ses mains tremblaient quand elle s'est levée. Les miennes, non. J'ai lu les chefs d'accusation pour le procès-verbal, 9 chefs de fraude électronique. Un chef de détournement de fonds, la demande du gouvernement qu'une caution soit fixée. Compte tenu du profil de risque de fuite, récitant chacun d'eux avec la même cadence régulière. Que j'utilisais pour chaque comparution, parce que l'alternative consistait à laisser ma voix. Faire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Une fois que le sténotypiste l'aurait tapé dans le registre permanent. J'avais lu des chefs d'accusation pour le procès-verbal des centaines de fois. Je n'avais jamais eu auparavant à décider constamment, phrase par phrase. De ne rien laisser paraître. Ensuite, avant même que Faraday ne puisse atteindre le podium pour plaider. J'ai déclaré pour le procès-verbal, que je me récusais, avec effet immédiat. En raison d'un lien de parenté avec l'accusé. Je l'ai dit, de la façon dont on lirait n'importe quelle autre ligne sur une feuille de rôle. Sans inflexion, sans aucun contact visuel maintenu plus longtemps que nécessaire. Cela signifiait admettre, en audience publique, dans le comté où vivaient encore mes parents. Que Priya Ozay était ma sœur, et que j'étais le frère. Dont elle avait dit à tout le monde qu'il était une honte, un décrocheur, une décennie plus tôt. Reyes a trouvé un juge remplaçant dans le bâtiment, en moins de 20 minutes. Priya a été libérée plus tard cet après-midi-là, sous une caution de 50 000 $. Avec une restriction de voyage et la remise de son passeport, standard pour ses chefs d'accusation. Rien de tout cela ne s'est passé devant moi. J'avais déjà signé l'ordre de récusation. Et j'étais retourné à mon bureau au moment où cela s'est produit. J'ai croisé Grace Whitlow dans le couloir en y allant. Rassemblant ses propres dossiers pour l'audience réassignée. Et elle s'est arrêtée juste assez longtemps pour dire qu'elle pensait que j'avais géré cela de la bonne manière, proprement, pour le procès-verbal. Sans aucun théâtre autour de ça, et qu'elle avait vu des juges. Dans des conflits d'intérêts plus petits que celui-ci, essayer de faire glisser une affaire de côté. Sans jamais dire pourquoi. Ce n'était pas de la chaleur humaine, exactement. C'était le respect spécifique, qu'un professionnel accorde à un autre. Pour avoir fait la chose la plus difficile et la plus transparente. Alors que la plus facile était juste là. L'histoire a été publiée dans le journal local, 2 jours plus tard. 3 paragraphes dans la section du comté, portant principalement sur la fraude elle-même. Une phrase notant, que le juge initialement assigné à l'affaire s'était récusé en citant une relation familiale avec l'accusé. Aucun autre détail, parce que j'avais demandé au greffe de ne rien donner de plus aux journalistes. Et Reyes avait soutenu cela, sans qu'on le lui demande 2 fois. Reyes a également confirmé officiellement. Lorsque le même journaliste a appelé son bureau directement. Que la récusation avait été gérée correctement, et que l'affaire avait été réassignée le matin même. Un fait que le propre bureau de Grace Whitlow a répété presque mot pour mot. Lorsqu'on lui a demandé si le calendrier de l'accusation avait été affecté d'une quelconque manière. Ce n'était pas le cas. L'affaire a avancé exactement comme elle l'aurait fait avec n'importe quel autre accusé. Ce qui était, en fin de compte, tout l'intérêt de se lever en audience publique. Et de prononcer ces mots à haute voix, au lieu de trouver un moyen plus discret de les contourner. C'était suffisant. 3 paragraphes ont suffi pour que ma mère le trouve, ou pour que quelqu'un le lui envoie. Parce qu'elle m'a appelé pour la première fois en disant, le soir suivant. Un numéro que j'avais toujours sauvegardé, inchangé, pendant toute la décennie. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste demandé doucement, sa voix plus petite que dans mes souvenirs, plus vieille, aussi. De la façon dont 10 ans affectent une voix, que vous n'avez pas entendue depuis si longtemps. Est-ce vrai? Tout ça? Quelle partie, ai-je dit? La partie où je n'ai jamais été renvoyé,
ou la partie où votre fille a volé 400 000 dollars à une association caritative pour enfants? Elle n'avait de réponse, pour aucune des deux. Owen Faraday a appelé lui-même la ligne de mon bureau, une semaine plus tard. Pour une question qui n'avait rien à voir avec l'affaire. Une question de calendrier sur un dossier non lié. Quelque chose à propos d'une date limite de communication de pièces. Dont aucun de nous ne se souciait particulièrement. Et à la fin, presque après coup, sa voix tombant de son registre habituel de salle d'audience. Il a dit qu'il était désolé, pour ce que ça valait. De n'avoir jamais pris le téléphone une seule fois, pour me poser la question directement. Au lieu de simplement laisser l'histoire prendre sens d'elle-même. Il a dit qu'il y avait beaucoup pensé depuis la comparution, retournant la question. Comme on retourne n'importe quelle supposition. Dont on est gêné de découvrir qu'elle n'a jamais été vérifiée. De la même manière, que j'imagine qu'il a autrefois retourné. Un email de groupe d'études qu'il n'a jamais envoyé. Je lui ai dit que ça faisait longtemps. Je ne lui ai pas dit, qu'il avait fallu 10 ans, et une inculpation pour fraude électronique. Pour que quelqu'un fasse enfin ce calcul à voix haute. Priya a finalement plaidé coupable, 18 mois, restitution intégrale à Bridgeway. Les conditions standards. Je n'étais pas dans la salle d'audience pour la condamnation, et je n'avais pas besoin d'y être. J'avais déjà obtenu, d'une audience de 90 secondes. Ce que 10 ans de silence n'avaient jamais réussi à me donner une seule fois, la vérité. Enfin posée quelque part, où tout le monde dans la pièce pouvait la voir.